On suit cette manifestation de la communauté kurde à Paris, place de la République et à ses abords. Et vous le voyez, la situation commence à l'instant à se tendre. Sur ces images qui nous parviennent en direct, on voit le service d'ordre manifestement qui tente de calmer quelques éléments perturbateurs alors que d'après ce qu'on en voit pour l'instant, il n'y a pas encore d'affrontement direct avec la police. Marie Belot de notre service police-justice est avec nous en plateau pour commenter ce qui se passe, mais on rejoint tout d'abord Mohamed Mezrahi qui est sur place, toujours place de la République. Vous, la marche n'est pas encore partie. Est-ce que vous savez qui sont les personnes qui sont en train justement de s'agiter aux alentours de la place ? Alors, de ce que les organisateurs, en tout cas de cette manifestation, nous ont dit, il semblerait que à l'initiative, c'était censé être un rassemblement statique. Les rues adjacentes, d'ailleurs, n'ont pas été sécurisées par les forces de l'ordre. Vous l'avez dit, la situation commence petit à petit à se tendre par rapport au début de la manifestation à midi. C'était pour le moment un moment d'émotion, de recueillement plutôt, avec une grande majorité des manifestants qui se sont rassemblés ici pacifiquement pour crier leur colère justement et se recueillir. C'est vraiment le temps de l'émotion ce matin. Vous l'avez dit, c'est toute une communauté qui est encore sous le choc au lendemain de cette fusillade qui, je le rappelle, a fait 3 morts, 3 militants kurdes. Vous l'aurez donc compris, une vive émotion ici, à près de 24 heures après les faits. Et la situation qui commence à se tendre commence un peu à dégénérer. On va dire que c'est un peu moins calme que les dernières minutes au moment où nous sommes arrivés ici. Mais tout a l'air de se passer vraiment à proximité de la route, c'est-à-dire au début, hors de la place de la République, là où nous sommes. Merci beaucoup Mohamed Mezrahi. Avec Alice Chaumy, on revient bien sûr vous voir pour continuer à suivre ce qui se passe alors que la manifestation principale, elle est toujours place de la République où les choses se déroulent pour l'instant dans le calme. On va vous faire réagir dans un instant, bien sûr. Nos invités de ce 13h politique vont se retrouver pris dans cette actualité, bien sûr, très très forte suite à cette attaque qui a fait 3 morts dans la communauté kurde hier. On vous attend donc dans un instant Alexandar Nikolic, Gabriel Siri-Ouari qui est avec nous. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Marie Belot. On a là très clairement 2 groupes distincts cet après-midi. L'un dans le calme, et on voit ces images de la place de la République. Et puis cet autre groupe avec de très fortes tensions. Ça rappelle d'ailleurs ce qu'on a vécu hier après-midi rue d'Enghien. Oui, tout à fait. Le porte-parole de l'association kurde le disait ce matin. Il y a beaucoup de colère après ce qui s'est passé hier. Il y a effectivement aussi un temps d'hommage, mais il y a une communauté qui est très en colère. Très en colère. Pourquoi ? Parce que selon les associations kurdes, ils avaient alerté à plusieurs reprises sur le fait qu'ils se sentaient en danger et ils ne trouvaient pas d'interlocuteurs auprès des services de l'État. D'où la colère qui a monté hier à la venue du ministre Gérald Darmanin sur les lieux. C'est à ce moment-là qu'hier que la tension est montée d'un cran et qu'il y a eu effectivement des slogans, des jets de projectiles, des ripostes avec du gaz lacrymogène. C'est à la venue du ministre parce qu'ils veulent faire entendre à l'État qu'il y a beaucoup de frustration de la part des Kurdes aujourd'hui parce que selon eux, ce drame aurait pu être évité si les autorités les avaient suffisamment écoutés, s'ils avaient entendu leurs alertes. Voilà ce que disait ce matin le porte-parole de la communauté, de l'association kurde en question. Et on voit qu'il y a une volonté de maintenir le calme avec ce qu'on imagine être un service d'ordre dans la manifestation, mais c'est très difficile de contenir cette colère qui s'est manifestée hier. On vient de voir un jet de pierre notamment, on assiste en direct, on découvre ces images en même temps que vous, bien sûr, de ce rassemblement qui dégénère. Les représentants de cette communauté appelés au calme. Alexandar Nikolic, la colère côté kurde aujourd'hui est trop forte. Comment vous voyez, vous jugez ce qui est en train de se passer cet après-midi ? On ne peut jamais légitimer de la violence envers les forces de l'ordre ou de la casse. Oui. Ça ne changera rien. Et malheureusement, on a une grande pensée pour les victimes, pour les familles des victimes, pour ceux qui sont encore blessés. On peut comprendre qu'il y a une colère parce qu'il y a eu quand même, il faut le dire, une faillite de la justice dans cette affaire, puisque la personne, l'accusé qui a commis ce crime, a
ces crimes, pardon, il y a un an, attaqué au sabre des tentes, blessé des personnes. Des migrants soudanais, oui. Exactement, et on peut voir que moins d'un an après, il a été relâché. Pourquoi? Parce que quand c'est délictuel, après 12 mois, eh bien on vous relâche. Mais pourquoi il n'a pas été jugé? Il a été mis en examen en février, il n'a toujours pas été jugé. On sait qu'il était potentiellement dangereux, on sait qu'il était inscrit dans un stand de tir, qu'il avait des armes en toute légalité, et il n'y a pas de suivi. Donc on peut comprendre cette colère, mais cette colère que peuvent ressentir beaucoup de victimes aujourd'hui de l'insécurité en France, due à la faillite de notre justice, elle ne doit pas s'exprimer de cette manière parce que ça ne changera rien, et les forces de l'ordre ne sont pas responsables de cette faillite. Il y a aussi tout de même une spécificité dans ce cas, c'est que la communauté kurde se sent directement visée, et on a entendu son représentant sur notre antenne il y a un instant dire que pour lui c'était évidemment la main de la Turquie derrière. On rappelle que ce ne sont bien sûr que ces déclarations, mais il y a cette colère là aussi qui est que 10 ans jour pour jour après l'assassinat de 3 militantes kurdes dans les rues de Paris, un acte similaire se produit. On va y revenir, mais tout d'abord sur ce qui se déroule dans les rues de Paris. C'est regrettable, bien sûr, Gabriel Siri-Ouari, d'assister à cette violence. La colère qui s'exprime, peut-être, elle, vous la comprenez? Évidemment, c'est regrettable qu'il puisse y avoir de la violence. Moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas s'il y a des éléments perturbateurs en particulier. On n'a pas d'informations. Là, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est effectivement que le profil du tueur hier était connu de la justice, de la police, qu'il avait été déjà mis en examen et placé en détention provisoire pour attaque d'un camp de migrants, et qu'aujourd'hui, le caractère raciste de l'acte est retenu en circonstances aggravantes. Donc on est bien là face à un acte raciste, et il ne faut pas se voiler la face non plus. On est dans un climat sur lequel alertent depuis plusieurs années des associations antiracistes comme SOS Racisme, mais pas seulement, puisqu'Interpol aussi a alerté sur le risque de passage à l'acte d'individus pour des motifs racistes, dans un contexte très large de banalisation du discours raciste, que ce soit en politique ou dans les médias. Donc vous visez le Rassemblement national. En fait, indirectement, vous nous dites qu'il y a une banalisation du discours raciste en politique qui entraîne ce genre d'actes. Je suis en train de dire qu'effectivement, la banalisation des propos racistes, que ce soit en politique, mais vous visez le Rassemblement national ou médiatique, le Rassemblement national, mais pas seulement, votre chaîne concurrente. Je ne suis pas en train de dire que le RN est derrière cet attentat. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas nier le fait qu'un discours à ce point banalisé, mais comme des chaînes comme CNews également, qui tournent en boucle sur immigration, islam, etc., ça produit évidemment un climat dans lequel des individus peuvent se sentir plus désinhibés à agir, et je crois que là, il ne faut pas se voiler la face. Nos collègues ne sont pas là pour répondre, mais on a la représentante du Rassemblement national, donc on vous entend. Clairement. Premièrement, c'est insupportable d'entendre dire qu'aujourd'hui, on véhiculerait, je ne sais pas, une forme de racisme ou autre, parce qu'on est le parti, justement, le plus antiraciste. Pourquoi? Vous êtes le parti oui, je vais vous répondre. Je vous ai pas alors attendez, s'il vous plaît, on va vous entendre dans un instant. Notre modèle d'assimilation républicaine, justement, il prône que l'identité ne soit pas ramenée à la génétique, et c'est cette identité spirituelle qui peut nous permettre de vivre ensemble en formant un peuple français. C'est l'identité qu'aujourd'hui on véhicule et qui a été abandonnée justement par la gauche, qui défendait ça avant, et c'est ça aussi qui divise notre société et qui la rend de plus en plus communautarisée. Et ça entraîne aussi une forme de racisme et de racialisme. Je le dis clairement. Ensuite, ça c'est sur le racisme. Après, c'est des postures ce que vous avez. Oui, il faut le dire. C'est très grave. C'est du racisme et tout. Mais ça c'est évident et on est tous d'accord. On est tous d'accord que c'est très grave et qu'effectivement c'est un fait raciste. Et on est les premiers à combattre le racisme. Et avec il n'y a pas une ambiance aujourd'hui. Il n'y a pas une musique ambiante. Je tiens à préciser que les postures, ça ne suffit plus du tout face à l'insécurité qui touche notre pays. On peut parler de ça. Moi, je peux vous parler d'il y a 5 jours, une femme qui a été... Malheureusement, c'est devenu tellement banalisé qu'on n'en parle plus. Elle a été victime d'actes de barbarie. Elle a été tuée dans un parking à Évry par quelqu'un qui avait été condamné à de multiples reprises. La faillite de notre justice, aujourd'hui, elle menace des citoyens qui peuvent être d'origine kurde, comme c'est le cas, des Français qui ont d'autres origines, mais
les populations qui vivent sur notre sol, en fait. Et c'est cette insécurité dont la gauche a participé, parce qu'elle a participé au laxisme judiciaire, qui aujourd'hui permettent qu'un homme comme ça soit libre et se permette de faire ça. Vous parlez de laxisme et de la justice, Marie Belot, soyons bien clairs, c'est la loi qui dit qu'au bout d'un an, si je ne me trompe pas, voilà, qu'au bout d'un an, on est libre si on n'a pas encore été jugé. C'est ce qui est arrivé dans le cas du suspect de sous contrôle judiciaire, avec obligation de soins et effectivement interdiction de détenir et de porter une arme. Et procès, il devait y avoir dans cette affaire, effectivement. Donc il y a bien une question sur le suivi qui est assuré. Et moi, je voudrais quand même insister sur le fait que plus on prendra conscience du danger qui existe, et je le rappelle, sur lequel alerte de nombreux... C'est pas vraiment des postures quand on parle de position et d'alerte d'Interpol ou de militants antiracistes qui sont sur le terrain. Il ne s'agit pas de posture. Mais quand ils alertent depuis de nombreuses années et qu'on a un ministre de l'Intérieur, en revanche, qui lui préfère parler d'écoterrorisme plutôt que de prendre la mesure du risque d'attentats racistes dans notre pays, oui, il y a un problème de réaction de l'État. Et aujourd'hui, j'appelle l'État à mettre les moyens, que ce soit sur la question de la police pour le contrôle du port d'armes ou de la justice. Alors oui, on va quand même rester un instant, si vous le permettez, Gabrielle Siri-Ouari, on va s'arrêter un instant sur ce qui se passe à l'image, parce qu'on a quand même là un rassemblement qui est en train de dégénérer fortement avec des actes de violence. On assiste à une tentative de la police, alors on va peut-être pouvoir revenir sur l'image qu'on commentait à l'instant. On voit place de la République, le rassemblement de la communauté kurde, pardonnez-moi, est calme, mais qu'ici, en marge de ce rassemblement, ça dégénère fortement. La police est présente sur place pour tenter de contenir ces débordements. Ça semble, pour l'instant, compliqué. Il y a peut-être une volonté, on l'a vu hier, Marie Belot, de la police de réagir avec le plus de retenue possible. Qu'est-ce qu'on peut commenter de ces images, justement? C'est vrai que là, sur les images qui nous remontent de nos équipes sur place, on ne voit pas d'intervention policière. On voit un service d'ordre de manifestants qui essayent de contenir des individus, effectivement, qui commencent à prendre du mobilier urbain et à commettre des dégradations. Mais on ne voit pas à l'image d'intervention policière. On n'a pas eu de détails du dispositif qui a été mis en place. On sait que la préfecture de police est pleinement mobilisée, c'est ce qu'on nous a dit, sur cette manifestation, et que des effectifs en nombre ont été mobilisés sans qu'on nous donne de détails. C'est habituel qu'on ne donne pas de détails, Marie, ou... Oui, c'est assez habituel qu'on ne nous donne pas de détails ni de stratégie de maintien de l'ordre afin que celle-ci puisse se dérouler au mieux. Mais on voit bien qu'il y a effectivement 2 manifestations. Alors on voit les camions... on voit les CRS effectivement positionnés et qui barrent ce boulevard. Ce qu'on sait, c'est que les forces de l'ordre ont mis leur casque, donc c'est ce qui signifie qu'il y a une situation de tension, mais il y a 2 manifestations là qui se déroulent sous nos yeux. Il y a une place de la République où tout semble se dérouler dans le calme, et effectivement dans les rues adjacentes des manifestants plus agités. Et pour l'instant, je ne semble pas voir de charge policière se dérouler. Un commentaire sur cette évolution qui se déroule sous nos yeux, Alexandar Nikolic. On a des dégradations on là voit dans les des dégradations, par exemple de la publicité pour des films de cinéma. Encore une fois, ça va pas donner faire en sorte que leur combat et leurs revendications soient entendus. Je pense qu'il y a une colère. Il y a une forme de violence qui dépasse... On l'a pas dit, on l'a dit un petit peu au début, mais c'est vrai qu'il y a un ressentiment parce qu'il y a eu cette affaire il y a 10 ans de 3 femmes kurdes qui avaient été tuées vraisemblablement par un extrémiste turc, et il y a eu ce sentiment d'injustice. C'était il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 9 janvier 2013. Et là, il y a encore un sentiment pour eux de ne pas être protégés par l'État français. Ils expriment leur colère de cette manière, mais je le répète, ils l'expriment de manière très négative. On n'a pas vu quand il y avait des attentats, par exemple, des gens s'en prendre aux forces de l'ordre. Au contraire, beaucoup de Français ont remercié les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il faut que ceux qui peuvent ressentir cette colère demandent qu'il y ait une justice beaucoup plus ferme pour que ça ne se reproduise plus, mais qu'ils le demandent avec calme et respect, parce que ça ne changera rien encore. Mais il y a toujours cette violence qu'on retrouve désormais régulièrement en marge des manifestations dans Paris. C'est un phénomène tout de même qu'on constate. Gabrielle Siri-Ouari, qui s'exprime encore aujourd'hui, quelles que soient les motivations de ces manifestants, on est là face à une nouvelle démonstration de violence dans les rues de Paris.
Encore une fois, moi, je préfère attendre de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et évidemment, je condamne toute violence qui pourrait intervenir dans le cadre de cette manifestation. Mais moi, je voudrais utiliser ce temps d'antenne qui m'est donné pour quand même faire le lien entre ce qui s'est passé hier, donc cet attentat gravissime avec déjà 3 morts, et puis la tendance de groupuscules d'extrême droite en partie parce que lié au GUD. Là, je suis en train de parler de ce qui a pu se passer à la suite du match France-Maroc, où on a vu des dizaines d'individus se déployer dans les rues de nombreuses villes de France, ce qui était inédit, jugé inédit par la police. Il y a eu 40 interpellations à Paris, qui étaient des gens donc, qui scandaient des slogans racistes, qui étaient prêts à passer à l'acte et qui étaient armés avec des armes blanches. Et donc voilà, on est bien dans ce climat absolument délétère dont il faut prendre conscience et face auquel il faut réagir. Et là, j'appelle vraiment le ministre de l'Intérieur à apporter les réponses appropriées face au risque d'attentats racistes. Enfin, vous voulez un peu plus de fermeté judiciaire. Je le dis depuis le début. Je vais totalement dans votre sens sur ces groupuscules, évidemment, parce que c'est des groupuscules en plus racialistes qui devraient être interdits, évidemment, et ces personnes qui commettent des actes de violence doivent être arrêtées, mais de la même manière, d'ailleurs, vous parlez de ces émeutes-là, il y avait plus de 200 arrestations de personnes d'origine marocaine qui se revendiquaient comme telles et qui ont commis aussi des actes graves. Ces mêmes personnes les personnes interpellées, bien sûr, les rapports de police. Des slogans racistes. Les rapports de police. Mais des deux côtés, et en fait, il faut être juste, il faut mettre fin à toutes les violences, qu'elles viennent de groupuscules d'extrême gauche insupportables, Antifa par exemple, de groupuscules communautaires ou de groupuscules d'extrême droite qui aujourd'hui se sentent qu'ils ont quasi un sentiment d'impunité parce que souvent les gens ils sont arrêtés et relâchés très rapidement à cause du laxisme judiciaire. Alors ça c'est donc la nouvelle stratégie du Rassemblement national de dénoncer effectivement les groupuscules d'extrême droite. C'est pas une stratégie, on se bat contre la violence nous avec sincérité depuis des années. Finir, s'il vous plaît, mais de les mettre sur le même plan que d'autres groupuscules. Or, moi, ce que je constate... Qu'est-ce qui fait la différence pour vous ? Mais aujourd'hui, la violence qui tue, c'est la violence raciste, c'est la violence d'extrême droite. Je ne sais pas qui est visé par monsieur ici sur le plateau. Je ne vais pas répondre à la place d'Alexandre. Attendez, je vais devoir réagir. C'est pas la seule source de violence. Non, mais je vais juste terminer sur les groupuscules d'extrême droite qui tuent régulièrement dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est ça le sujet. Les personnes qui ont été interpellées ont été identifiées comme en lien avec le GUD. Quand vous dites les groupuscules d'extrême droite tuent régulièrement, à la suite du match France-Maroc. Aujourd'hui, les attentats racistes, les attentats d'extrême droite, le caractère raciste vient d'être retenu. Il faut les arrêter, mais il n'y a pas non plus. Et ce que je constate, c'est que Génération Identitaire, qui est, pour le coup, vous ne le contesterez pas, un groupuscule d'extrême droite, lorsque la question de la dissolution a été posée, bien Marine Le Pen, la position qu'elle a adoptée, c'était celle de défendre leur liberté d'expression, alors que là, ils avaient commis de nombreuses agressions sur notre sol. Donc on défend, d'un côté, vous défendez la liberté d'expression de groupuscules qui agressent sur notre pays, et de l'autre, vous dénoncez quand c'est dans les limites de la loi et quand c'est républicain, oui, bien sûr, on défend toute liberté d'expression, qu'elle soit très à gauche. Génération Identitaire. Mais à partir du moment où il y a eu des propos racistes, racialistes tenus par certains de leurs membres peut-être, eh bien si c'est avéré, évidemment que... Donc il fallait dissoudre. Génération Identitaire. S'il y avait ces propos avérés, bien sûr, et s'il y avait des violences... Contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen qui défendait leur liberté d'expression. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen. Quand c'est la liberté d'expression et dans la limite de la loi et républicaine, nous on est cohérents. Voyez, contrairement à vous qui légitimez presque, parce que vous le dites, c'est pas le même type de violence quand ça vient d'autres. Non, parce que je ne sais pas qui vous visez. Moi, j'entends le ministre de l'Intérieur qui parle d'éco-terrorisme quand on a quelques militants écologistes qui se mobilisent autour de bassines. Donc moi, je ne sais pas si c'est de ce type. Mais parce que c'est extrêmement violent. Il y a des forces de l'ordre qui sont blessées. Mais là, par exemple. Pardonnez-moi, en parlant de violence, pardonnez-moi une seconde. Mais on dirait que c'est pas grave de. S'il vous plaît, Alexandre Nicoli. Mais excusez-moi, s'il vous plaît, en parlant de violence, on est donc en train d'assister, pour ceux qui nous rejoignent sur LCI, à ces violences en marge de la manifestation de la communauté kurde. Et vous voyez bien qu'il y a deux scénarios très différents cet après-midi dans Paris. On a sur notre gauche la place de la République, rassemblement statique. On parlait à un moment d'une marche vers la Bastille. Manifestement, ce n'est plus le plan qui est en place à l'heure actuelle. Manifestation, bien sûr, en soutien à ces familles kurdes endeuillées. 3 personnes tuées hier par un homme de 69 ans, le mobile raciste retenu par les enquêteurs, sa garde à vue qui a été prolongée. Et c'est contre cela que protestent ces manifestants. Et puis, boulevard du Temple, non loin de là, on a ces groupes de casseurs qui se sont rassemblés manifestement
pour mettre le désordre et qui sont, semble-t-il, Marie Belot, isolés par un barrage de police, maintenus, contenus, même si on n'assiste pas directement pour l'heure à une intervention policière, en tout cas sur l'image qu'on a. Oui, on n'a pas assisté à une charge policière. En revanche, on voit des gaz lacrymogènes qui ont été lancés. Il y a effectivement 2 visages dans cette manifestation. On le voit, une place de la République calme avec un moment de recueillement et de discours par les associations kurdes. Et de l'autre côté, effectivement, on a vu pas mal de personnes avec le visage couvert par des capuches, par des masques, qui commencent à prendre des projectiles au sol, à s'en prendre au mobilier urbain et qui essayent d'être contenus par des personnes avec des gilets oranges ou des gilets jaunes. Service d'ordre, ça semble être des personnes de service d'ordre des associations qui essayent de les raisonner. J'ai aussi vu sur les images une femme aller voir un jeune en lui demandant de se calmer. Donc il y a effectivement deux visages dans cette manifestation, des tensions qui sont contenues boulevard du Temple aux abords de la place de la République et une place de la République qui, elle, reste dans le calme. Je vous laisse reprendre votre débat animé sur les causes profondes aujourd'hui de cette violence qui s'exprime aussi dans la société. Alors on en a effectivement là un exemple cet après-midi aussi avec ces débordements d'un mouvement qui se voulait pacifique, qui tenait à marquer le coup de l'émotion, de la colère aussi de cette communauté kurde et puis cette volonté de mettre le désordre et de provoquer des bouleversements. Vous vous opposiez à l'instant, Alexander Nikolic, Gabriel Siri-Ouari, sur les causes de cette violence. Pour vous, Gabriel Siri-Ouari, il y a vraiment un discours ambiant porté par l'extrême droite qui vise à stigmatiser l'étranger aujourd'hui dans la société, qui expliquerait peut-être indirectement, car on rappelle que si le mobile raciste est retenu, on ne sait pas s'il y a eu ou pas une aide extérieure, peut-être un commanditaire pour ces assassinats, on ne le sait pas. Mais vous voyez tout de même là encore une manifestation d'un climat raciste dans la société française ? Oui, évidemment, et on sort quand même d'une campagne présidentielle où on a un candidat qui reprenait la thèse raciste du grand remplacement, qui a eu un temps d'antenne complètement hallucinant sur toutes les chaînes. Et évidemment, ce n'est pas sans lien avec le passage à l'acte. Ce serait complètement naïf que de croire cela. On a l'exemple des États-Unis, par exemple, où les militants antiracistes ont constaté, à partir du moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir, avec une désinhibition totale sur ces questions-là, ont constaté une hausse des propos et des actes à caractère raciste. Donc il y a un lien entre la banalisation des propos et le passage à l'acte. C'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, j'échangeais juste avant avec un policier qui me confirmait qu'ils sont en train de voir aujourd'hui la hausse des actes à caractère raciste et un climat complètement délétère dans notre pays. Et oui, je le maintiens aussi, on a une extrême droite, je le regrette, qui s'ancre de plus en plus dans le paysage politique. Et on a donc maintenant 90 quasiment députés d'extrême droite dans l'hémicycle. Un de vos collègues récemment, enfin vous n'êtes pas député, mais un responsable politique député, Grégoire de Fournasse, qui crie en plein hémicycle qu'il retourne en Afrique, ça c'est quelque chose de complètement hallucinant. Donc le niveau de désinhibition aujourd'hui dans notre pays, il est terrible. Et oui, l'extrême droite a une responsabilité, comme d'ailleurs d'autres responsables politiques, puisque la banalisation, elle touche d'autres camps politiques. Avant d'entendre la réponse d'Alexander Nikolic, on va vous entendre dans un instant, mais bien sûr on commente en même temps ce qui se passe dans cette manifestation boulevard du Temple. On vous retrouve, Mohamed Mezerahi, vous êtes retourné place de la République, mais vous étiez il y a quelques instants boulevard du Temple, là où se déroulent ces débordements, ces violences qu'on voit actuellement. Racontez-nous ce que vous avez vu et constaté. Exactement, Florence, comme vous pouvez le voir sur ces images en direct. On a fait demi-tour, tout comme les manifestants qui ont emprunté cette avenue adjacente de la place de la République, le boulevard du Temple que vous voyez au loin. Des manifestants qui ont tenté d'emprunter cette voie qui n'était pas sécurisée par les forces de l'ordre. Et ils ont donc été repoussés par du gaz lacrymogène pour faire demi-tour. C'est exactement en tout cas ce qu'il s'est passé dès que les forces de l'ordre ont lâché les jets de
gaz lacrymogène. La plupart des manifestants qui s'étaient écartés de cette place de la République ont donc fait demi-tour. Vous l'avez donc compris, des tensions et des affrontements avec les forces de l'ordre, même si on est quand même loin de l'ambiance tendue d'hier soir. Une partie des manifestants, une grande majorité en tout cas des manifestants sont rassemblés ici sur la place de la République avec des discours, des chants. On a même eu une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui est venu apporter son soutien à cette communauté kurde. Mohamed Mezzerahi, dernière question. Que disent autour de vous ces manifestants de ces débordements? Est-ce qu'ils savent d'ailleurs qui sont ces personnes que l'on voit commettre des dégradations en ce moment boulevard du Temple? Alors ce qu'ils nous disent, c'est qu'une grande partie de cette communauté kurde qui n'a pas beaucoup dormi hier, partagé entre de la colère mais surtout de la tristesse, les organisateurs de cette manifestation et de ce rassemblement ont mis en tout cas tout en place pour que tout se passe dans le calme avec une sécurité qui a été mise en place par les responsables de cette communauté kurde. C'est un rassemblement statique qui pour eux est surtout une manière de prolonger le temps de l'émotion, du deuil et de la mémoire pour les victimes de cette attaque. Ils ont même d'ores et déjà annoncé que plusieurs rassemblements sont prévus tout au long de la semaine partout en France. Là, vous le voyez, ils étaient tous rassemblés sur cette place de la République et ils commencent donc à emprunter, ce qui n'était pas prévu, cette avenue du boulevard du Temple. Alors, impossible de vous dire si ça a été négocié avec les forces de l'ordre ou pas. On voit juste que la foule qui était rassemblée en plein centre de cette place de la République commence à emprunter ce boulevard du Temple, qui, je le rappelle, est une rue adjacente à cette place de la République. Bon, alors on continue de suivre avec vous l'évolution de cette manifestation, avec des plans qui évoluent au fur et à mesure que les débordements, eux, se poursuivent. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces précisions. On revient vers vous dans un instant, Mohamed Mezzerahi. Alexander Nikolic, je vous avais interrompu. Vous avez la parole pour répondre aux accusations, parce qu'on peut parler d'accusations de Gabriel Siri. Attention, je n'ai pas accusé le RN, encore une fois. Non, je ne parlais pas de la manifestation. On revenait à notre débat d'avant. De la banalisation du discours d'extrême droite et du discours raciste. Absolument, allez-y. Alors déjà, je pense que Madame confond beaucoup de choses. On peut évidemment être contre de nouvelles vagues d'immigration. Et évidemment, ça n'a aucun rapport avec le racisme, justement parce qu'on veut que les populations qui sont ici, déjà, arrivent à s'assimiler, que quel que soit le territoire, on puisse vivre de manière, en faisant peuple partout en France. Et on peut considérer que faire venir encore des vagues d'immigration qui pèsent sur notre système judiciaire, qui pèsent sur notre système de santé, ce n'est pas bénéfique pour la France et ça n'a aucun rapport avec une quelconque forme de racisme, bien au contraire. Mais on ne vous entend pas sur les réfugiés ukrainiens. Attendez, mais je ne vous ai pas interrompu alors que vous étiez presque insultante, madame. Ensuite, quand je vous entends dire qu'un policier vous a dit « Ah oui, c'est très dangereux, il commence à y avoir beaucoup d'attaques racistes ou autres et tout ». Mais dans quelle France vous vivez ? Aujourd'hui, les populations qui sont souvent d'origine étrangère et qui vivent dans des quartiers populaires, les mamans par exemple, la principale crainte qu'elles ont, c'est que leurs enfants soient victimes d'un tir par exemple dans du trafic de drogue, soient victimes d'une insécurité qui augmente et considérablement, pas qu'il y aurait des personnes qui vont venir commettre des actes racistes ou autres. Ça peut exister et on le déplore. On le déplore. Mais parce que vous me parlez de ça comme s'il y avait tout le temps des attaques racistes. En fait. Et puis hier, il y a eu 3 morts. Je vais raconter une anecdote personnelle. Vous voyez, moi-même, je suis fils d'étranger. Jamais dans ce pays, j'ai vécu une seule forme de racisme. Jamais on m'a ramené à mes origines en étant raciste. Ma compagne, j'aime pas faire ça. Ma compagne, vous voyez, elle a la peau noire, elle est antillaise. Jamais elle n'a subi... Attendez, jamais elle n'a subi de racisme en France. Parce que ça suffit de diaboliser les Français. Les seules fois où elle a subi du racisme en France, je vous le dis, elle a été insultée de négresse de maison par des gens de gauche. C'est vous qui avez un discours racialiste qui divisait la société française aujourd'hui en ramenant de plus en plus l'identité à la couleur de peau. Vous y avez Dominique Sopo tout à l'heure dans votre... Non mais justement, parce que tout s'est inversé justement. Oui. Nous, ce qu'on défend, c'est ce modèle antiraciste justement d'assimilation française et la gauche s'est perdue. La gauche s'est perdue quand je voyais Dominique Sopo tout à l'heure, qui très souvent parle de couleur de peau. C'est le président de SOS Racisme. Il parlait encore récemment de l'équipe de France qui était composée de noirs et tout. Moi, je ne vois pas ça, vous voyez, aujourd'hui. Moi, quand je vois des gens, je vois pas leur identité génétique. Moi, la couleur de peau, c'est comme la couleur des yeux. Ce que je vois, c'est s'ils se ressentent français ou pas. Et comment on va réussir à faire peuple. Et ça n'a rien d'extrême droite, vous voyez. C'est juste un modèle que vous avez abandonné. Et nous cataloguer d'extrême droite, nous ramener à une idéologie qui n'est pas la nôtre, parce que aujourd'hui tous les faits vous donnent tort, c'est lamentable.
Je vous le dis, c'est lamentable. Et vos amalgames sont malsaines. Et surtout que c'est des amalgames à géométrie variable, parce que dans d'autres situations, quand il y a un vrai fond, parce que quand vous parlez de meurtre, il y a un vrai fond, un vrai problème avec l'islamisme, par exemple, et ben là, systématiquement, il n'y a aucun amalgame possible. Alors qu'on a un vrai problème de radicalité islamiste aussi. J'en ai un pays que vous dénoncez à chaque fois, jamais, évidemment. et sur laquelle vous préférez fermer les yeux. Vous avez bien de la chance de ne pas avoir été victime de racisme dans ce pays. Moi non plus, j'aime pas faire ce que vous faites, mais je vais le faire. Lors de la dernière campagne présidentielle, c'était la première fois de ma vie d'ailleurs, j'ai été insultée de manière absolument hallucinante par les partisans d'Éric Zemmour sur les réseaux sociaux. C'était des torrents d'insultes. Je n'avais jamais vécu ça. Et c'était évidemment lié à cette campagne absolument calamiteuse. Et donc oui, le racisme existe dans notre pays. Heureusement que nous avons des associations. Parce que vous avez été insulté, c'est déplorable que vous ayez été insulté, mais quel rapport avec le racisme? Vous mélangez tout, mais vous êtes perdu. D'accord, donc quand on me demande de rentrer chez moi, par exemple, alors que je suis française, ça pas du racisme. Quand on estime qu'on sait de quel côté je suis parce que je m'appelle Siri Wari, par exemple, c'est pas du racisme. Vous niez l'existence du racisme dans notre pays alors qu'on vient d'avoir un attentat avec 3 personnes qui sont mortes, hier avec un caractère raciste. Et vous niez l'existence du racisme dans ce pays. Mais c'est complètement hallucinant. Prison et il ne serait pas dehors. C'est votre laxisme judiciaire. C'est les lois Taubira qui permettent aujourd'hui qu'il soit dehors. Et vous m'expliquez que vous ne voyez pas la couleur de peau des gens. Alors vous m'expliquerez aussi pourquoi le président de votre parti, Jordan Bardella, quand il vient féliciter les joueurs de l'équipe de France, il tweet qu'il félicite le sélectionneur et qui félicite Olivier Giroud, qui était le buteur et qui ne va pas féliciter Monsieur Tchouaméni. C'est lamentable ce que vous faites. Parce que justement, et c'est la preuve que c'est vous qui voyez la couleur de peau. Parce que quand il félicite Olivier Giroud dans l'équipe, il y a 2 joueurs qui ont 8 dans ce match-là. Il y a Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Et il félicite. Non, il y a 2 buteurs et il y a un sélectionneur. Voilà. Mais vous voulez qu'on parle de foot, je suis encore plus passionné de foot que de politique. Tchouaméni, en l'occurrence, c'est lui qui provoque le penalty. Il fait un match moyen. Alors on ne va pas partir sur un débat annexe sur le football. Mais on s'en fout complètement de sa couleur de peau. Au contraire, en plus, parce qu'Aurélien Tchouaméni a une mentalité irréprochable. Et parce que systématiquement, l'esprit malsain, quand on cite un joueur qui a une couleur blanche, il faut citer un joueur qui a une couleur noire. Mais dans quelle France vous voulez vivre? Vous racialisez les gens et vous les ramenez à leur couleur de peau systématiquement comme ça tout le temps. Mais c'est insupportable la vision que vous avez de notre peuple. C'est pour cette raison-là aussi que vous avez Monsieur Julien Audoul qui va expliquer lorsque certains élus se réjouissent de la victoire du Maroc, parce que c'est possible aussi de se réjouir de la victoire de la France et de se réjouir de la victoire du Maroc. C'était une grande première. Et puis on a des Franco-Marocains dans ce pays. Et quand certains élus se réjouissent de cette victoire, Monsieur Julien Audoul vient expliquer sur les réseaux sociaux qu'on aurait dû se faire élire à l'étranger, parce que manifestement on est autant en soutien de l'étranger, donc il faut se faire élire à l'étranger. Et vous niez le... Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant ce que vous dites. Mais on laissera les... ce que je dis. Mais oui, vous niez les fondements profondément racistes et xénophobes de votre parti. Mais continuons, on laissera les auditeurs, juger. Non, mais c'est incroyable ce que vous dites. Enfin, moi, je peux dire tout et n'importe quoi. Je peux dire, vous aussi, vous êtes une grande raciste. Enfin, dire sans aucun fondement... je viens de vous exposer. Mais moi, je vous explique que notre idéologie, justement, et notre modèle, il est basé justement sur la possibilité de vivre ensemble dans un modèle d'assimilation, ce qui a fait que, par exemple, quand Joséphine Baker vient dans les années 30, elle dit « c'est la première fois qu'on ne voit pas ma couleur de peau en France et qu'on ne me ramène pas à ça ». Parce que, justement, ce modèle spirituel qui fait que peu importe d'où on vient, peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, à partir du moment où on s'assimile à une histoire de France, à sa culture, à ses valeurs, on devient un Français à part entière, ce modèle-là que vous êtes en train d'abandonner, c'est ce modèle-là multiculturaliste qui amène à ce qu'on se divise, on se racialise, comme c'est le cas aux États-Unis ou comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. C'était pas le sujet du jour. Non, mais honnêtement, c'est très beau ce que vous dites, mais moi je me souviens aussi que dans votre... C'est concret, madame. Très beau moi je vais vous parler quelque chose de concret. Par exemple, ce qu'il y avait dans votre programme à la présidentielle, c'était l'expulsion de logements sociaux des étrangers. Donc ça veut dire 1 million de personnes qui sont à la rue du Rogent. Mais pas du tout. C'était dans votre programme présidentiel, renseignez-vous. Non, pas du tout. Donc moi je veux bien que vous soyez un grand républicain et un grand démocrate, mais régulièrement il y a des propos racistes pour lesquels vous êtes pointé du doigt. Je le rappelle encore à l'Assemblée régulièrement, qu'il retourne en Afrique. Mais la préférence nationale basée sur la citoyenneté, quelle que soit notre origine ou notre couleur de peau, ça n'a rien de raciste, c'est pratiqué dans tous les pays du monde entier. Vous confondez tout. Non, c'est complètement faux. C'est incroyable. Mais là, franchement, madame... Et donc, expliquez-moi pourquoi on vous entend tant sur les réfugiés en provenance d'Afrique subsaharienne et qu'on ne vous entend pas sur les réfugiés ukrainiens. C'est quoi la différence ?
Mais parce que la plupart du temps, ce ne sont pas des réfugiés. Nous, ce qu'on considère, c'est que... Mais bien sûr, pas de réfugiés. Mais attendez, je vais vous répondre. On considère, nous, qu'il doit y avoir des demandes d'asile qui doivent être faites à partir du moment où les gens sont en danger de mort. Et là, c'est avéré, puisqu'il y a une guerre en Ukraine, on doit les accueillir le moment où il y a le conflit. Et ensuite, ils doivent retourner dans leur pays. D'accord ? Et on tient cette ligne-là. Vous n'êtes pas pour ça. Vous n'êtes pas pour ça. Vous êtes pour que des populations viennent, qu'on les accueille, qu'on étudie leur demande d'asile, que dans la grande majorité, leur demande d'asile soit rejetée, qu'il y ait une OQTF qui n'est pas respectée, parce qu'il y a les obligations de quitter le territoire. Pour dire ça, c'est pas mais parce que je vous parle de ce qui se passe concrètement et des dispositifs législatifs que vous avez participé à mettre en place. Et donc aujourd'hui, vous avez une immigration qui arrive sur notre territoire et qui va à rester avec les déséquilibres que ça peut entraîner. Évidemment, toutes les personnes qui viennent de l'étranger, je vous l'ai dit, c'est mon cas, mes 2 parents viennent de l'étranger, ne commettent pas des actes de délinquance ou ne sont pas d'horribles personnes. Voilà, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que quand vous avez des chiffres précis, 50% par exemple des faits de délinquance commis à Marseille par des étrangers, je parle pas bien sûr étrangers, ou à Paris, ça pèse, parce que ça se rajoute sur notre système judiciaire, sur nos forces de l'ordre, qui du coup sont moins efficaces sur d'autres affaires, peut-être par exemple dans l'affaire en question. Quand vous avez 1,2 milliard de dépenses sur l'aide médicale d'État pour les clandestins, eh bien ça pèse sur notre système de santé, c'est le plan d'austérité qui a été mené à l'hôpital. C'est juste qu'aujourd'hui, Alexander Nikolic, c'est pas aussi la grandeur de la France que d'offrir cette aide médicale d'État, notamment aux réfugiés. Et les Kurdes font partie de cette communauté qui a droit au statut de réfugié politique en raison des persécutions qu'elle subit. C'est pas à l'honneur de la France, justement, d'offrir cette aide médicale d'État ? L'honneur de la France, c'est de traiter toutes les personnes, quelle que soit leur origine ou accord de peau, comme des Français à part entière, de leur faire bénéficier de l'école, de leur faire bénéficier de plein de choses, évidemment, qui leur permettent de grandir dans ce pays. Accueillir des personnes qui sont en situation irrégulière, donc qui n'ont pas à être sur le territoire français, les laisser et les soigner gratuitement, ce qui est un privilège par rapport aux autres, puisqu'un Français ou un étranger en situation régulière va devoir payer une sécurité sociale, cotiser à une mutuelle, et bien là, il y aura une prime à la clandestinité, et donc les personnes vont être soignées gratuitement. C'est pas le débat, mais vous me parlez de ça, donc je vous réponds, parce que ça a un coût énorme sur le système de santé, et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un hôpital très concret. À Chartres, aujourd'hui, moi je suis d'Eure-et-Loir à la base, l'hôpital de Chartres est saturé aujourd'hui. Ça fait... Parce qu'il y a eu des grands plans d'austérité. Il est saturé par les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ? Pas que bien sûr, mais parce qu'il y a eu des suppressions de lits, des suppressions de personnel aujourd'hui, et ce qui fait que notre hôpital ne peut plus gérer aujourd'hui les flux qui arrivent dès qu'il y a des grippes, comme c'est le cas par exemple en ce moment. Ça va peut-être permettre de faire le lien avec l'actualité du jour, qui est aussi la question du projet de loi immigration, mais c'est cette vision complètement unilatérale que vous avez sur l'immigration. Pour moi, elle est évidemment liée à un fond raciste, mais vous le contesterez évidemment. Mais prenez la question. Je vais terminer. Je vous insulte pas, madame. Je vais terminer sur l'aide médicale d'État aujourd'hui. Non, sur l'aide médicale d'État aujourd'hui, le coût de ne pas soigner les étrangers qui sont sur notre sol, il est bien supérieur, évidemment. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas soigner les étrangers. J'ai dit que les clandestins ne devaient pas être sur notre territoire français. Vous pouvez me laisser terminer. Aujourd'hui, les clandestins dont vous parlez, il y en a beaucoup qui travaillent dans nos restaurants, il y en a beaucoup qui travaillent dans le BTP, il y en a beaucoup qui travaillent à tel point que même ce gouvernement va fournir des titres temporaires aux travailleurs sans papier, parce que tout simplement, ils assument un certain nombre de fonctions et de métiers auxquels ils ne seraient pas pourvus dans notre pays par ailleurs. Donc ce débat complètement faussé sur l'immigration, qui est présenté exclusivement comme un danger, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, et notamment en période de Covid, il y a tout un tas... Je pense aussi évidemment aux aides-soignants, je pense aussi évidemment, évidemment aux gens qui viennent nettoyer dans nos entreprises avant que nous puissions aller au bureau. Je parle de tous ces gens-là qui aujourd'hui sont des travailleurs, parfois étrangers, souvent étrangers, parfois sans papier, qui travaillent dans des conditions complètement indignes. Et aujourd'hui, je pense, moi personnellement, oui, et je l'assume, qu'il faut régulariser en partie ces travailleurs étrangers qui travaillent. Le projet de loi immigration va être présenté par le gouvernement alors en début d'année prochaine, et qui prévoit cette carte de séjour temporaire pour les métiers en tension, notamment ceux qui ont besoin de cette main-d'œuvre immigrée. C'est prévu dans ce projet de loi ? Alors, non, on ne le votera pas, parce que par ailleurs, il y a des mesures complètement indignes pour revenir au sujet des demandes d'asile. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va réduire les délais encore des demandes d'asile pour les rendre de plus en plus
impossible à déposer. C'est évidemment ça l'objectif qui est derrière. Et moi, je considère que le droit d'asile dans notre pays, c'est même pas moi seulement qui le considère, parce que c'est un principe à valeur constitutionnelle, ça fait partie de notre identité, ça fait partie des valeurs républicaines de base, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas soutenir un tel projet qui est en partie d'ailleurs inspiré ou qui est par cette idéologie d'extrême droite. Et donc malheureusement, on se retrouve avec ce type de mesures complètement indignes sur le droit d'asile, et on se retrouve à brader notre héritage républicain et notre identité politique parce qu'on a ce type de propos qui sont tenus régulièrement dans notre pays. Oui, Alexandre Nicoli. Alors, on voit que la gauche a abandonné totalement le social, parce qu'il y a une normalisation de se dire on fait venir des clandestins qui, en plus, souvent travaillent à des niveaux salariaux qui sont incroyablement bas. Il faut évidemment revaloriser ces métiers. Et qui font peser les salaires vers le bas, plutôt que de se dire qu'on a déjà 5 millions de chômeurs en France. Mais non, si vous les régularisez, ça ne fait pas baisser les salaires, monsieur. Il faut développer. D'accord, on voit bien votre objectif. Mais non, mais pas du tout. C'est la réalité de la situation dans notre pays. Vous stigmatisez en permanence. Je ne vous ai pas interrompu alors que vous dites n'importe quoi depuis tout à l'heure. On a 5 millions de 5 millions de chômeurs dans notre pays. Plutôt que d'essayer de développer l'apprentissage, par exemple, sur des filières où il y a un manque, et vous dites on va faire venir des clandestins, mais je suis pas en train de dire servez le grand patronat. Mais je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que c'est le cas sur notre sol en ce moment. Des gens dont les enfants sont scolarisés. Je suis élue du 18e arrondissement, c'est des gens qui tous les jours sont menacés d'expulsion alors que leurs enfants sont scolarisés dans notre pays, alors qu'ils travaillent dans des conditions indignes. Il faut former et adapter la demande justement à ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Il faut beaucoup mieux former, il faut valoriser les salaires et valoriser le travail, notamment avec ce qu'on propose en augmentant les salaires de 10%, en exonérant les entreprises de charges sur cette augmentation-là. Vous êtes contre la hausse du SMIC. Pour qu'on puisse... Mais parce que la hausse du SMIC avec des charges en plus, vous n'allez faire que pénaliser des entreprises. Non, parce que les charges sont quasiment nulles au niveau du SMIC, monsieur. On est pour que les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC puissent gagner mieux leur vie. Vous voyez, pas que ceux qui gagnent le SMIC, mais parce que dans la vie concrète, ça ne peut pas marcher. Alors parlons de ça, parlons de la hausse du SMIC. Ensuite, sur cette loi immigration, juste, on voit encore une fois l'hypocrisie du gouvernement. Parce que c'est comme dans les années 70, avec le chômage qui avait augmenté, on a décidé on va limiter fortement l'immigration. Il y avait une immigration de travail jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit il y aura juste un regroupement familial pour faire venir les familles. Mais ça a accéléré en réalité une immigration qui s'est installée ensuite sur le territoire français. Et bien là, de la même manière, on dit on va mettre en place une loi immigration, on monte les muscles, assez dure. Mais finalement, on ouvre encore une filière en disant on va ouvrir avec ces emplois. En même temps, on en a besoin de cette main-d'œuvre. Mais je l'ai dit, alors que justement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qu'il faut lier justement à cette demande, qu'il faut mieux former. Je parle des personnes sans emploi en France. Et en plus, le politique doit aussi avoir une vision d'avenir, je vais vous dire. Et il y a beaucoup, ça ne concerne pas tous les métiers. Alexandre Nicoli, est-ce qu'il n'y a pas des métiers aujourd'hui, pardonnez-moi, qu'en France, les employeurs ne trouvent pas ? Bien sûr. Voilà, ils ne trouvent pas la main-d'œuvre. Mais ce n'est pas un problème qu'on règle. C'est pas un problème qu'on règle en quelques années. Et puis en plus, pardon, mais monsieur dit ça, on peut revenir quand même à un sujet central aujourd'hui, celui de la hausse du SMIC. Vous vous présentez comme un grand défenseur des travailleurs, etc. Votre parti est contre la hausse du SMIC. Vous me dites que ça augmente les charges. C'est faux. Il n'y a quasi... Je vais terminer, je ne vous ai pas interrompu non plus. C'est vrai. Allez. Les charges au niveau du SMIC aujourd'hui, elles sont quasi nulles. Et puis vous augmentez le SMIC. En réalité, ça fait augmenter les salaires jusqu'à 1,6 de SMIC. Et c'est pas parce qu'on est pour la hausse du SMIC aujourd'hui qu'on n'est pas pour la hausse des salaires en parallèle. Mais vous êtes sans cesse dans cette espèce d'hypocrisie. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Aujourd'hui, je suis désolée, vous défendez les travailleurs précaires, et bien vous défendez la hausse du SMIC. Vous défendez les femmes de... Mais non, vous êtes contre. 10%, je vous ai dit, jusqu'à 3 fois le SMIC, dont le SMIC. Mais en même temps, on ne veut pas que ça coûte... En même temps, on ne veut pas que ça coûte plus cher à l'entreprise. Mais madame, son parti, c'est ce qu'il explique. Ils ont voté contre à l'Assemblée nationale. Voilà, il explique qu'il a un plan plus large de hausse des salaires. Non, mais ils se sont exprimés, ils ont voté contre à l'Assemblée nationale la hausse du SMIC. Mais parce que vous n'êtes pas pour cette exonération de charges qui coûte aux entreprises aujourd'hui et qui pénalise dans un monde qui est concurrentiel nos entreprises. Et donc vous êtes pour ou contre la hausse du SMIC? Vous êtes pour ou contre augmenter les travailleurs? Oui, jusqu'à 3 fois le SMIC en exonérant de 10% les charges. C'est pas ce que vous votez à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr que si, madame. Mais non. Si. Mais si on peut vérifier en direct. Juste précis.
On est juste précis. Et juste sur les emplois non pourvus, je voudrais juste qu'on rappelle aussi quelque chose, parce que notre rôle en tant que politique, c'est aussi d'avoir une vision d'avenir. Il y a d'autres pays qui font ce choix-là de la robotisation, de l'IA. On est dans un monde du travail qui est en pleine mutation aujourd'hui, et il faut avoir une vision sur 10 ans, 15 ans, pour savoir si les emplois qui vont être pourvus avec les projets qu'imaginent la gauche, qui réfléchissent sur le moment présent, en faisant venir des personnes de l'extérieur qui vont amener les salaires vers le bas, eh bien, est-ce que ça sera des emplois pérennes ou non? Ça doit être aussi notre rôle. Je vous interromps un instant tous les deux, s'il vous plaît, pour revenir sur ces images, s'il vous plaît. On revient sur votre débat dans un instant. On commande donc, s'il vous plaît, on commande ces images qui nous parviennent en direct. Et si vous nous rejoignez sur LCI, il est le temps effectivement d'expliquer bien ce qui se déroule dans les rues de Paris cet après-midi. D'un côté, ce rassemblement dans le calme est désormais un peu dispersé, place de la République, de cette communauté kurde qui souhaitait exprimer sa colère, marquer le coup après cet assassinat de 3 membres de sa communauté hier dans les rues de Paris. Et sur le boulevard du Temple à droite, des débordements qui ont lieu depuis maintenant plus d'1 heure. Des débordements violents, du mobilier urbain, des véhicules, vous venez de le voir, qui sont endommagés, détruits, avec un groupe, un noyau dur de personnes venues là pour mettre le trouble dans les rues de Paris, semer le désordre. Il y a une colère qui s'était déjà exprimée fortement hier après-midi, en fin d'après-midi, rue d'Enghien, sur les lieux de la fusillade. C'était redouté qu'il y ait à nouveau des débordements cet après-midi en marge de ce rassemblement, que pourtant la communauté kurde voulait absolument pacifique. Il n'était pas question, bien sûr, de cautionner la moindre de ces violences. On a vu d'ailleurs le service d'ordre tenter de contenir ces casseurs, mais sans le pouvoir. Je voudrais tout de même vous faire revenir, je sais que votre débat est animé sur ce plateau, mais vous faire revenir sur ces images de ce qu'on est en train de vivre cet après-midi dans les rues de Paris, qui ont déjà connu ça beaucoup pendant des années, des samedis de violence. C'est à nouveau le cas. Alexander Nikolic, il y a quand même un mode d'expression aujourd'hui, d'exprimer sa colère qui arrive très rapidement à la violence. C'est une constatation qu'on peut faire aujourd'hui. On l'a évoqué tout à l'heure sur des regroupements liés au foot, mais on a l'impression que même quand il y a des revendications sociales, quand il y a des revendications de ce type, on s'habitue trop à cette violence, à cette casse, qui, je le dis, est beaucoup trop souvent impunie. Et c'est plus possible aujourd'hui de s'habituer à ces images et que ce soit banalisé. Derrière, il peut y avoir des commerçants qui vont être en difficulté. Derrière, ça coûte à la collectivité ensuite de reconstruire ce qui est cassé. Et parfois, alors je ne sais pas si c'est le cas, il est encore trop tôt pour le dire, on a des policiers, des forces de l'ordre qui peuvent être blessés, mais pas que d'ailleurs. Il peut y avoir des gens au milieu de la foule qui sont des victimes collatérales et on doit pas s'habituer à cette violence, évidemment, mais pour ça, la meilleure des préventions, c'est d'avoir une justice qui juge sévèrement pour qu'on se dise « je prends un vrai risque si je fais ça ». Mais vous regrettez que la police ne soit pas là. On n'est pas dans les détails de la stratégie policière cet après-midi. Je ne sais pas, après c'est trop tôt pour le dire, je ne sais pas pourquoi. Selon une source policière que je viens d'avoir au téléphone, effectivement, pour l'instant, il reste en retrait, plus en observation, parce que le groupe de casseurs, si on peut appeler ça, de personnes qui sont là pour s'en prendre à du mobilier urbain et qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, est assez peu nombreux. Voilà, sur les images, c'est très impressionnant, mais en réalité, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Et surtout, le service d'ordre des associations kurdes fait bien le travail pour l'instant. C'est-à-dire qu'on les voit beaucoup sur les images, ils s'interposent.